Claire Stride. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille? Alors, en français, on va dire stride parce que c'est anglais et que tu sais que nous, les Français, on parle très, très mal anglais. Donc, moi, on m'a toujours dit stride et le pire, OK. c'est stride. Donc, tu dis stride ou stride, comme tu veux. D'accord. Peu importe, je vais t'appeler Claire. Ouais, c'est le plus simple. Premièrement, je vais te laisser te présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis heureuse et je rends les gens Oui. heureux. Voilà, ça, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, moi, je suis Mhm. consultante donc je me suis formée en neurosciences et j'interviens dans les entreprises et auprès des familles pour aider les gens à comprendre comment ils fonctionnent en fait. Tu vois, OK. comprendre le fonctionnement de leur cerveau, ce qui fait du bien à leur petit cœur et ce qui fait du mal et comment ils peuvent se sentir bien avec eux-mêmes pour être bien avec les autres. Wow. On se Voilà, rejoint. même process en entreprise que dans la famille et avec cette spécificité que j'affiche depuis 3 ans maintenant, le fait d'être quelqu'un d'atypique, de l'assumer et d'aider les personnes atypiques elles aussi. Parce que je me suis rendu compte que depuis 20 ans que je travaille, en fait, bah, ça fait 20 ans que j'attire des personnes comme moi. Donc à un moment, je me suis dit, c'est bien de regarder la réalité en face. Et donc, je sensibilise à tout ce qu'on appelle donc la neurodiversité, même au handicap. Alors en France, on est encore très sur cette notion de Oui. handicap, tu sais, quand on est TDAH, 10, etc. Donc j'essaie de sensibiliser, de dédramatiser, de démystifier, de montrer à quel point notre différence, c'est une richesse. Mhm. Et ça m'a mené à faire plein de choses, à monter ma chaîne YouTube, à écrire des livres, à assumer vraiment pleinement qui je suis, à créer donc ma chaîne pleinement moi et à permettre aux gens de se dire, OK, bah, tu es différente, tu as le droit d'exister tel que tu es, tu n'as plus à t'obliger à rentrer dans un moule, en fait. Tu Oui, n'as plus à te conformer à ce que la société attend de toi. En fait, tu es libre d'être toi. Et moi, c'est ça que je fais au quotidien. absolument. Ben écoute, on fait la même chose. Exactement la Super. même chose. Sauf que moi, j'ai le titre de coach. Alors, pour la petite histoire, moi, je t'ai rencontré parce que quelqu'un m'a partagé la vidéo que tu as fait il y a quelque temps de ça déjà et qui s'appelait Vive les fautes d'orthographe. Quand j'ai entendu ça, j'ai presque eu envie de pleurer. J'étais tellement contente que quelqu'un d'autre que moi le dise. J'en ai des frissons en t'entendant, tu vois, c'est ça la beauté de la connexion, de l'ultrasensibilité, c'est que on sait qu'on est reliés les uns aux autres, on sait que notre chemin, c'est ben d'aider tout le monde à être soi et effectivement de lever les tabous et de se rassembler pour faire tout ça. Donc, merci infiniment d'être tombé sur ma vidéo pour qu'on ait ce moment ensemble, toi et moi. Et je pense que c'est que le début de notre collaboration, en tout cas. Tellement, tellement. Je meurs d'envie que les frontières s'ouvrent enfin pour aller rencontrer, aller à la rencontre des gens parce que moi, j'ai une page Facebook qui s'appelle Touche pas à ma dyslexie et c'était exactement pour la même raison que je l'ai appelée Touche pas à ma dyslexie. Ça veut dire arrête d'essayer de me changer, de me Ouais. faire endosser un rôle qui n'est pas le mien, qui ne me ressemble pas. Donc, c'était ça. Tu sais, assumons qui on est, puis faisons-en une force parce qu'on parle uniquement ou presque de tout ce qui nous empêche d'être comme les autres. Ah, mais ce n'est que ça en fait. Et si on parle de la dyslexie à l'école, on va mettre l'accent sur les fautes d'orthographe. Imagine, moi, ma mère était prof de français. Oh là, Alors, bon, c'est elle qui s'est vite rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais le cheminement, comme encore aujourd'hui pour tous les parents, c'est surtout, il faut que ma fille, que mon fils écrivent sans faire de fautes. oui, Parce que ceux qui font des fautes sont des personnes débiles. Ceux qui sont débiles n'ont pas d'avenir. ouais, Et ouais, quand tu te rends compte à quel point plein de gens aujourd'hui n'écrivent presque plus, exact. euh, et le poids encore du regard des gens sur oh, il a fait une faute. Ouais, ben, c'est pas grave, tu as compris le message en fait. Et j'ai le Exact. droit de mettre de la fantaisie, de la poésie et ma fatigue aussi dans le mot que je suis en train de t'écrire. Et je vais pas me sentir comme étant quelqu'un de diminué parce que j'ai fait une faute. Mais ça a été un long chemin. Oui, hein, c'est fou quand même hein, comment les gens s'arrêtent aux fautes et négligent le contenu. Qu'est-ce qu'on veut Ouais. dire devient peu important à ce moment-là. Puis ça m'a forcé, moi, personnellement, à écrire dans le bas de mes courriels que mon courriel ne sera pas parfait parce que je suis dysorthographique et que en fait, je prie le lecteur de considérer ce que je dis et non comment je le dis. Waouh, Alors, ben, super beau. à la fin, je dis, si vous n'êtes pas capable de passer au-delà des fautes d'orthographe, il n'y a peut-être même pas raison qu'on travaille ensemble, finalement. Je suis totalement d'accord avec toi.
Donc, qu'est-ce que ça a changé pour toi à partir du moment où tu as dit vive les fautes d'orthographe, je suis qui je suis? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien, en gros? Ça, en fait, au début, c'était quelque chose que je disais, j'ai enseigné pendant 12 ans. OK. Donc, pendant 12 ans, moi aussi, j'ai été prof, en fait, et je le cachais. Je cachais que j'étais dyslexique, dyscalculique et au potentiel. Et j'étais, quand j'avais des élèves qui étaient en grande difficulté, je leur disais, écoute, tu sais quoi, l'orthographe, on s'en fout. Je dis, Mhm. moi, ce qui compte, c'est ta créativité, c'est ce que tu as compris. Mais tu vois, je le disais en aparté comme ça. Je crois que la dernière année que j'ai enseigné, il y a peut-être déjà 7 ou 8 ans de ça, je suis arrivée dans une classe où je devais leur faire du français, c'était au niveau post-bac. Et je Mhm. leur ai dit, écoutez, si à l'âge que vous avez aujourd'hui, ils avaient entre 18 et 20 ans, si vous faites des fautes d'orthographe, c'est pas moi qui vais y changer quelque chose. Je dis franchement. Voilà. Et je dis, en fait, je m'en fous. On va partir du principe que l'orthographe, c'est pas important. Je dis, moi, ce qui compte, encore une fois, c'est ce que vous avez à dire et comment vous allez le dire. Et ben, tu sais quoi? Ils ont tous énormément progressé. Et à recevoir plein de courriels de parents me disant mon fils est mauvais en français, ma fille est mauvaise. J'ai dit stop, je veux plus entendre ces phrases-là. Et à un moment, j'ai dit bon, bah, quel est mon moyen d'expression? Une vidéo YouTube. Et j'ai fait cette vidéo. Et bah, tu sais quoi? Elle n'a pas eu autant de succès que j'aurais cru parce qu'en fait, elle a dérangé beaucoup de gens. Ouais. À déranger beaucoup de gens. Et Ouais. bah oui, mais tu te rends compte, c'est en fait, vivre les fautes d'orthographe, c'est accepter la médiocrité, maintenant Ouais. expliquée. Ouais. Pourtant, c'est Voilà. pas ça, là. C'est pas ça. C'est tellement pas ça. Et par contre, ça a fait du bien, tu vois, à plein de jeunes qui m'ont dit, ah, mais voilà, je me sens, pourquoi vous n'êtes plus notre prof? Pourquoi vous n'êtes pas notre chef d'entreprise? Et là, j'ai eu des témoignages de personnes me disant, mais moi, j'ai honte de ce que j'écris au quotidien. Je n'ose même pas laisser un post-it sur mon bureau ou à mon chéri parce que je ne sais pas comment écrire le mot. Et j'ai honte de qui je suis parce que je ne sais pas quoi écrire. Et moi, ce que je voulais avec cette vidéo, c'était vraiment réconcilier les gens avec qui ils sont. Les mots qu'ils écrivent ne sont pas leur identité. Par contre, l'émotion qu'ils ont envie de passer, ben, voilà. On sait pourquoi Je est-ce qu'on pense fait que des fautes. la Parce que phrase que tu viens de dire est très importante. Les mots que tu écris ne sont pas ton identité. Les fautes, là, ce n'est pas ton identité. C'est terrible comment on porte ça parce que combien de fois on écrit un petit mot, puis là, on barre, on change le mot, puis on cherche pour trouver un mot qui va vraiment nous convenir, qu'on va être certain de l'écriture. Puis des fois, on n'en trouve pas, tu sais, puis on est toujours dans l'inquiétude, est-ce que je l'ai bien écrit? J'ai l'impression que oui, mais il y a quelqu'un qui va me trouver une faute, c'est sûr. Tu sais, Et c'est puis, on en invente plein. On Ah oui, invente plein de mots. En tant que dyslexique, on invente plein de mots. Et tellement. c'est vrai qu'on a ce souci du mot juste parce qu'on sait que dans un mot, il y a une histoire, il y a Exact. un monde, tu vois. Donc, il y a ce souci de dire le mot comme il faut. Et je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, je sais que quand j'écris, ça se bouscule dans ma tête. Ah, Et tellement. les lettres, c'est comme si elles voulaient arriver plus vite les unes avec les autres. Oui. Et j'ai du mal à tout mettre. Par contre, tu vois, il y a un truc qui est très important que j'aimerais te partager, c'est Mhm. que pendant des années, je me suis obligée à faire attention à chaque lettre. Ah oui. Et j'ai été gravement malade. Et pendant quelques temps, j'ai plus réussi à lire. Je ne pigeais rien. C'était comme si ma dyslexie était montée à un stade ultime et je voyais des mots, ça n'avait aucun sens. Quand j'ai réussi à dépasser ça, je me suis remis la pression pour bien écrire. Et puis, j'ai affiché mon identité, Ouais, il y mon a plus coming d'un an. out de dyslexique. Et Ouais. tu sais quoi? Je ne fais plus d'efforts. Mais pas dans le sens de j'en ai rien à faire. Non, je Oui. ne veux plus contraindre mon cerveau à être dans la pression permanente de est-ce que j'ai bien fait ou pas. Je te suis Et ça fait tellement de bien. tellement bien, absolument. Ah oui, oui. Ah, on dirait que, ben, en fait, je voulais t'amener là-dessus aussi. Tu dis que ça fait plus d'un an que tu as affiché ta neurodivergence, ta neurodiversité, Ouais. peu importe comment on l'appelle, Oui. ton atypisme finalement. Euh, Ça aussi, c'est quelque chose de difficile à faire parce que, je vais te dire sincèrement, moi, je le dis depuis toujours que je suis dyslexique. Ça a été quelquefois plus long avant de l'admettre à un patron, quelque chose comme ça. Ça a été beaucoup plus difficile d'admettre que j'étais au potentiel. En fait, ça fait pas longtemps que je le sais, donc ça, c'est quelque chose qui
qui s'ajoutent, puis c'est beaucoup plus difficile pour moi d'en parler parce que j'ai l'impression que les gens vont, tu sais, ben ouais, t'es bon, toi, t'es un génie, on sait, tu sais. Fait que j'ai pas envie de vivre ça, mais c'est ouais, c'est tellement, tu sais, puis en plus, ça vient avec plus de pression. Donc, si tu es un génie, tu devrais pas faire de fautes, tu devrais pas, tu sais. Ah, Comment tu as trouvé ça, toi, la réponse des gens face à ton aveu de neuroatypisme? Alors, moi, ça s'est fait en 2 temps parce que j'ai été diagnostiquée, j'avais 6 ans. Donc, OK. voilà, à 6 ans, bah, tu sais, à 6 ans, quand tu commences à l'école, à lire et à écrire, donc il y a eu la dyslexie, la dyscalculie et au potentiel. Et effectivement, j'ai eu les phrases que tu viens de dire. Bah, si tu es, surdoué, comme on disait à l'époque en France, si tu es surdoué, je vois pas pourquoi tu fais des fautes. Ça n'a rien à voir, en fait. Il n'y a pas de lien. Si tu es surdoué, tu devrais tout savoir. Dans le mot potentiel, qu'est-ce que tu comprends pas? Potentiel, ça dit que j'ai pas le manuel, en fait. Comment t'expliquer? Et en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que font beaucoup de hauts potentiels. J'ai bluffé. Ouais. J'ai bluffé, tu vois, j'ai joué un autre rôle, j'ai été dans mon bon syndrome d'imposteur et j'ai fait semblant. J'ai fait semblant de réussir, je me suis épuisée à comprendre comment écrire correctement et puis après, c'est venu facilement parce que moi, j'ai la dyslexie et la dyscalculie. Je ne te raconte pas, je confonds les 6 et les 9, les 4 et les Oh, 7, je les comprends 3 et très les 8 et les plus et les moins. C'est un bien. peu compliqué. Ouais. Mais en fait, je me suis acheté ma paix sociale, c'est-à-dire que je bossais pour qu'on me laisse tranquille. Ouais. Voilà. Donc, je me suis mis en mode, je travaille beaucoup, je réussis. Et en fait, tu vois, j'allais dire la conséquence de tout ça, c'est que j'ai l'impression que ma réalité à cette époque, c'était il faut que je fasse de grandes études pour qu'on me regarde comme quelqu'un d'intelligent. Parce que ce qu'on m'expliquait aussi, c'est que tout ce que je faisais et qui était facile pour moi n'avait aucun mérite parce que ça ne me demandait pas d'effort. Donc, je fais des fautes d'orthographe, mais j'en fais plus parce que j'épuise mon cerveau à contourner le truc. Tu n'es absolument pas consciente du bazar dans ma tête pour mettre les chiffres et les lettres dans le bon ordre, mais tu me dis que j'en fiche pas une et que tout est facile pour moi. Viens dans ma tête, en fait, tu vas comprendre pourquoi c'est si difficile. Donc, ça, à partir du collège, j'ai arrêté de dire comment j'étais parce que je donnais le change. Ça ne se voyait pas. J'avais une bonne moyenne, j'étais meilleure de ma classe à peu près tout le temps, jusqu'à même dans les grandes études. Donc, il n'y a plus la question. Et puis, comme on est beaucoup sur ces logiques scolaires, une fois que j'étais dans le monde du travail, on ne le dit plus. Ouais, c'est ça. C'est à force d'accompagner des jeunes et des familles que je me suis dit, bah, peut-être que ça peut être important que je le dise. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une association dyslexique m'a demandé de raconter mon parcours. OK. D'habitude, on me demande de raconter ce que je fais. On m'avait jamais de raconter qui j'étais, jamais demandé de raconter qui j'étais. Et là, c'était complètement différent. OK. Et donc, j'ai raconté mon parcours, les études, le stress, la pression, les problèmes dans la vie sociale, les émotions intenses, etc. Et là, j'avais une 60aine de personnes. Et les gens se sont mis à pleurer. C'était que Ben des oui. familles dyslexiques. Ils se sont mis à pleurer et il y a une jeune fille qui s'est levée et qui a dit aux parents, écoutez-la, elle vous dit ce que nous, on n'arrivera jamais à vous dire. Ouais. Et là, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, OK, moi, je suis capable de le dire aujourd'hui. Je suis capable de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX. Et du coup, ben ouais, je me sens capable d'être une des ambassadrices de la neurodivergence, neurodiversité. Et tout s'est enchaîné, en fait. J'étais morte de trouille, je ne me sentais pas du tout légitime. Mais je me suis dit, ça fait plus de 20 ans que j'aide les gens. Ça fait presque 40 ans que je vis ma différence. C'est maintenant. Ouais. Alors, j'y suis allée, morte de trouille. J'ai commencé par prendre 2 tirs monumentaux qui m'ont fait extrêmement mal. Oui. Je me suis dit, bon, bah, si ça réagit comme ça, en fait, c'est qu'il faut que j'y aille. Ouais. Et donc, j'y suis allée et depuis, ça se passe bien et ça grandit. Et je suis extrêmement heureuse de faire ça parce que ça fait miroir pour les gens qui se reconnaissent et qui me disent, moi, je n'ose pas faire ce que vous faites, mais vous êtes là et vous me redonnez confiance en moi. Tellement, tellement. Écoute, j'entends ce que tu dis. Moi, j'ai passé par l'inverse. J'ai commencé en affichant qui j'étais, puis maintenant, je parle de qu'est-ce que je fais. Pour ça, Waouh, tu sais, c'est pour ces chouette. gens-là.
Moi, je n'ai pas fait de longues études comme toi. En fait, ici, ça s'appelle le cégep. C'est 5 ans de Mm. cégep. C'est tout de suite après le lycée, ce que toi, tu appelles le lycée. Moi, c'est secondaire. Ma scolarité a été assez difficile. Donc, c'était un parcours vraiment, parcours du combattant énorme là, parce que je suis comme toi, dyscalculique. Donc, c'est ça. C'est pas facile. J'ai eu besoin d'une pause d'école un jour. Mon cerveau en pouvait juste plus. C'était terrible. Puis après ça, tu penses au milieu du travail, mais le milieu du travail, tu sais, tu as développé des techniques de contournement et d'adaptation pour l'école, mais quand tu arrives au milieu du travail, c'est un autre game. Tu sais, c'est autre chose. Là. Tu dois développer des nouvelles techniques de contournement. Donc, en ce moment, moi, j'accompagne aussi quelquefois des adolescents qui sont à ce stade-là de quitter l'école et de commencer un travail d'étudiants, si tu veux, puis qui sont morts de trouille parce que on demande souvent de la rapidité, on demande des mathématiques, remettre la monnaie, des trucs comme ça, puis ils sont morts de trouille parce qu'ils ne se sentent pas qualifiés pour le faire, puis le milieu est pas adapté à les accueillir. Mm. Donc, ça continue à les stresser. Puis moi, j'ai comparé, puis je ne sais plus si c'est dans les trucs que tu as dit, mais je comparais l'école à un traumatisme important. Puis quand on sort de là, on a un syndrome post-traumatique Je suis d'accord. conséquent à ce qu'on a vécu à l'école, mais c'est tellement difficile tu me diras ce que tu en penses, là, de faire accepter ça aux gens qui sont neurotypiques. On dirait qu'ils n'ont C'est aucune impossible. compréhension de ce qu'on peut vivre. C'est extrêmement délicat. Je te rejoins sur la notion de syndrome post-traumatique et ce qui est délicat, c'est que on va aller recréer la même chose dans le monde du travail. Oui, C'est-à-dire comme on n'a connu que ça et qu'en fait on ne sait pas vivre autre chose et qu'on n'a pas réussi à être en paix avec ça, on va aller le revivre dans le monde du travail, on va le revivre à la maison, on le revit partout en fait. Et le faire comprendre à des personnes neurotypiques qui, elles, sont dans le moule. Je veux dire, c'est à partir d'elles que nous, on est considérés différents. Comment tu veux qu'on leur explique que leur mode de vie nous exclut et nous fait du mal? oui, C'est trop difficile en fait parce que ils peuvent. En fait, c'est autant nous, on nous explique que nous sommes bizarres, différents, mauvais, machin, tout ce que tu veux, et on a un peu de mal à l'encaisser, mais on comprend bien qu'on n'a pas trop le choix. Autant si tu vas leur dire à eux, hey, c'est toi qui es bizarre, c'est toi qui es pas normal, c'est toi qui me fais du mal, il est la majorité, il est la oui, norme. Comment tu veux qu'ils exactement. comprennent? Exactement. Là, il y a besoin d'une grande ouverture d'esprit pour faire comprendre notre réalité, en fait. Effectivement, puis le milieu du travail est calqué sur le milieu de l'école. Tu sais, donc, c'est la suite logique, si tu veux. Oui, c'est toujours nous qui est l'outsider dans toute cette histoire-là, qui arrive du champ gauche en Exactement. disant ça marche pas. Donc, comme on est en minorité, on vient vraiment comme un chien dans un jeu de quilles bousculer tout ce qui Ouais. se passe. Mais je pense que tu veux pas, vu que c'est héréditaire, on met au monde des enfants de plus en plus comme nous. Un jour, ça va s'équivaloir, ça, puis ça augmente de plus en plus. Tu sais. En fait, je suis contente que partout dans le monde, moi, je trouve que dans la francophonie, on est en retard sur les Anglais qui ont vraiment beaucoup plus d'avance dans les écoles dédiées aux élèves neuroatypiques, surtout pour la dyslexie. En Angleterre, il y a tout le mouvement Made by Dyslexia qui est mis en valeur par Richard Branson et tout ça. Donc, tu sais, dans la francophonie, on manque d'exemples de personnes qui ont réussi, qu'on pourrait identifier comme étant dyslexiques pour donner à nos jeunes un modèle enviable de réussite. Tu sais, on manque de ça, on manque d'histoire Il y a dans une jeune mon fille, livre. il y a une jeune fille en France qui a créé un tampon Made in Dyslexie, je crois. Oui, Une Française, tu l'as vue, non, Julie, je je n'ai ne sais pas plus vu, son mais je nom. rêve de faire ça. Et ça commence à se démocratiser, mais comme tu l'as dit, on est des outsiders et quand on le fait, on dérange, Oui. tu vois. Et parce que c'est un peu comme si, voilà, c'est un peu comme si tu mettais ton fauteuil roulant en avant quand tu es en fauteuil, et je te rappelle que ton fauteuil, il dérange un peu le paysage quand même. Donc, c'est ça qui est gênant, et je suis tellement pour qu'on affiche ça, tu Oui, vois, qu'on voilà le pour mette mettre en ça en avant. compte, c'est une Voilà. bonne idée. Oui,
On a vraiment besoin, et que ce soit sur des opérations comme ça, et effectivement, il y a besoin d'être fier de qui on est. Alors, je ne suis pas ma dyslexie comme tu n'es pas ta dyscalculie, mais nous sommes avec cette spécificité. Oui, Ben, pour moi, c'est un peu comme si ben, c'est la même chose que d'être brune et aux yeux bleus, tu vois. Je suis brune aux yeux bleus dyslexique. C'est pareil, en fait. Tu vois, tout à c'est fait. complètement pareil. Un jour, peut-être. Mais je trouve que les choses avancent bien. Oui. On a une vraie prise en compte, une vraie considération. Alors, il y a toujours le côté négatif dans le sens où quand on met trop le focus sur quelque chose, bon, ça perd un peu de son intérêt. Mais en tout cas, je pense que plus on pourra travailler ensemble, et moi, j'avance beaucoup en me formant avec des gens au Québec parce que je trouve que vous êtes plus en avance que nous. Ah oui? Je me suis formée en neurosciences avec la Belgique. Je me forme sur les violences éducatives avec le Québec. Et voilà, comme ça, je trouve que ça fait pas mal de choses. Plus on en parlera, plus on fera des rendez-vous comme on est en train de faire et plus on aidera un paquet de gens. Et ça, c'est génial. Dis donc, dernière question, j'aimerais savoir, ou une des dernières questions, on ne sait jamais ce qui va venir dans ma tête après, mais tu parlais tout à l'heure que tu t'exigeais de ne pas faire de fautes, ce qui implique que tu étais très exigeante et très perfectionniste. Est-ce que tu as fait la paix avec ce petit côté-là de perfection que ça exige pour rejoindre la majorité Je ne vois neuro? pas du tout de quoi tu es en train de parler. Je pense que c'est le challenge de ma vie, OK. concrètement. Euh, j'ai énormément réduit mes exigences. Je me suis rendu compte que j'ai commencé par réduire mes exigences envers les autres. Et ça a été un gros, gros pas. Euh, D'abord, j'ai pris conscience de mes exigences, ensuite de celles envers les autres, où concrètement, si tu fais pas les choses aussi bien que moi, bah, laisse tomber, je vais le faire, ça ira plus vite. Je ne comprends pas que tu ne fasses pas ce que je suis en train de faire. Voilà, j'avais beaucoup d'intolérance par rapport à tout ça, donc j'ai énormément réduit ça grâce à beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus de bienveillance. J'ai laissé la violence quitter ma vie, c'était important. Mais je me suis rendu compte que pour réussir à faire ça avec les autres, en fait, je m'étais mis encore plus d'exigences sur moi-même. OK. Et là, aujourd'hui, je suis dans cette empathie, cette bienveillance vis-à-vis de moi-même pour accepter ma parfaite imperfection. Et c'est tout un travail. Alors oui, j'ai fait du chemin et oui, il m'en reste encore à faire. J'apprends à lâcher au fur et à mesure et c'est sur des petites choses comme des grandes choses. Et surtout, j'accompagne beaucoup de personnes là-dessus et j'adore l'équilibre qui existe dans la vie parce que quand j'ai besoin d'une piqûre de rappel sur mes exigences, je vais accompagner quelqu'un qui est en plein dans cette problématique et ah, merci pour le cadeau. C'est ça que j'ai encore oublié de faire, tu vois. Oui. Donc, je ne sais pas comment tu le vis, toi. Moi, je sais que j'essaie d'arrêter. Voilà. Moi, ça fait longtemps que j'ai mis ça de côté. Il y a eu une Génial. période de ma vie à 16 ans où j'ai voulu mourir parce que c'était trop. Tout était trop. Alors, à partir de ce moment-là, quand j'ai encore échoué quelque chose, j'ai échoué ma mort. Alors, j'en ai pas parlé pendant longtemps parce que je vivais ça comme un échec de plus. Mais bon, j'ai décidé à ce moment-là d'arrêter de vouloir satisfaire tout le monde et chacun parce que Ouais. ça devenait insupportable. Surtout que j'essayais beaucoup à l'école et j'avais très peu de résultats pour arriver à me faire dire que ben, c'était toujours pas suffisant. Un jour, je suis en train de terminer mon livre, tu pourras savoir tous les détails de l'histoire, mais c'était très difficile pour moi d'avoir un diplôme, d'être reconnue. Puis, je travaillais tout ça pour absolument rien. J'étais vraiment découragée. Donc, j'ai décroché. J'ai décroché. Je vais complètement assumer mon imperfection. Puis, j'en fais mon étendard. Finalement, c'est sûr que ça dérange les gens que je parle peut-être fort, je parle peut-être trop, je parle peut-être que je coupe la parole, je saute du coq à l'âne, je ne sais pas remettre le change. Tu me parles de chiffres puis je fais de l'urticaire. C'est grave. Là. J'ai de la misère à m'organiser. Je dois avoir des rappels pour toutes les choses. C'est compliqué ma vie. C'est compliqué d'être avec moi. Mais pour être capable de gérer tout ça, j'ai dû énormément réduire les exigences envers moi-même. Et je suis également très peu exigeante avec les autres, ce qui fait que souvent, j'ai mal choisi des amis et je me suis retrouvée dans des situations où les gens abusaient justement de
de mon bas, ma basse demande de critères de sélection. Là. Donc, ça aussi, ça peut jouer des tours. Là. Mais non, Oh. en gros, ça va bien pour moi. Je peux pas demander mieux. Écoute, je pense que coacher des atypiques et des milieux de travail qui veulent inclure la neurodiversité, mais en fait, on sait, toi et moi, que la majorité des gens d'affaires qui réussissent très bien sont la majorité du temps neurodivergents. Donc, Ouais. c'est ce qu'on a comme de richesse de mieux. Là. Moi, j'ai toujours eu la conviction que c'était nous qui faisions avancer le monde. Je la partage. On l'a C'est fait avancer, on vient bousculer les choses, on vient montrer comment faire autrement. Enfin, j'ai vraiment cette sensation qu'on, voilà, ce côté visionnaire, on ose, parce qu'on voit des choses avant les autres. Alors, on essaye, on est trop en avance. ouais, Et on fait énormément avancer. Après, la plupart des gens, quand tu regardes dans l'histoire, voilà, des gens comme Léonard de Vinci, comme Einstein et tout ça, sont pas forcément connus pour leur grande gentillesse et empathie, on est d'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à oser incarner tout ça. mhm, Et surtout, j'allais dire, au niveau des femmes qui vont aider les hommes à révéler ça aussi chez eux. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire, parce que on est porteuse de ce message, mais je pense qu'on est aussi là pour prendre soin d'eux, prendre soin de l'autre. Et je suis contactée beaucoup par des hommes hypersensibles et dyslexiques et tout ça, et qui me disent, mais parce que imagine la pression que toi et moi on a vécue, mais un homme dans notre société qui est encore extrêmement caricatural, un homme, alors il va faire quelques fautes, c'est pas grave, c'est un mec, mais par contre, il faut pas qu'il ait trop d'émotions. ouais, Euh, et puis, s'il va dans un grand cursus, il faut qu'il donne le change, lui aussi, tu vois. Et ouais. les hommes m'expliquent, les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, qu'ils ont une pression sociale Non, effroyable. ouais, Et la plupart avec lesquels je travaille sont dyslexiques au potentiel, TDAH, mm, et effectivement, sont des personnes brillantes et fascinantes. Et je pense que plus on va parler de tout ça, plus on va l'afficher, plus on va aider les gens à se sentir bien dans qui ils sont. Parce que je pense qu'un de nos super pouvoirs, c'est de permettre à chacun de développer son potentiel, qu'il soit atypique ou pas. Et pouvoir faire fleurir tout ça, je pense vraiment que ça passe par nous et par notre capacité justement à mélanger notre potentiel et l'empathie. je suis 100% d'accord avec toi. Je pense en plus que les Français, en France, c'est encore plus difficile de réussir sur le milieu du travail pour un homme. C'est encore très, comment je pourrais dire ça? Archaïque? Exigeant. Ben, c'est très, ouais, j'osais pas dire archaïque, mais très exigeant sur Ouais. la performance. Ah Ici, oui. ici Ah au oui. Québec, je pense que être un petit peu outsider est de plus en plus accepté et bien vu. Mm. Les gens, même dans la haute sphère, se permettent de plus en plus d'être décontractés, un petit peu bohème. Ça passe de mieux en mieux, mais c'est peut-être une impression que j'ai, là, mais j'ai l'impression que dans la haute sphère des affaires chez vous, c'est encore très rigide. Ah, c'est encore costume, cravate et homme. Et pour être dans plein de milieux d'entrepreneuriat, on est toujours une minorité de femmes. Ouais, Les femmes sont toujours beaucoup moins bien payées que les hommes. ouais, c'est sûr. Et effectivement, les hommes ont un énorme poids sur les épaules. Ouais. Parce qu'on leur a dit qu'ils devaient être forts, parce qu'on leur a dit qu'ils devaient être le pilier pour tout gérer, parce qu'on leur a dit qu'ils ne devaient surtout pas montrer leurs émotions. Ben, ils n'y arrivent pas, ça reste des C'est êtres lourd, humains. ouais. Ouais, ouais. Effectivement. Écoute, je pense qu'on a vraiment beaucoup de beau travail devant nous, toi et moi. Ouais. C'est bien parce qu'on aime ce qu'on fait. Je rêve du jour où je vais pouvoir m'asseoir avec toi dans un café et Ah, moi aussi. étendre, parler de longues heures sur tout ça. Ça va être un beau moment d'après moi. À quel endroit les gens peuvent te trouver, Claire? Sur Internet, on me trouve sur mon site Internet. Vous tapez Claire Stride, comme tu veux. Et je vais sortir sur ma chaîne YouTube, sur mon page Facebook, sur LinkedIn. Voilà, et mon site Internet, Tu as écrit un livre clairestride.net. aussi? Voilà. Tu Un ou dis? deux? Tu as écrit un livre qui s'appelle Adieu la non, ça c'était Béatrice Sauvageau. Toi, tu as écrit Béatrice Pleinement Sauvageau. moi. Pleinement. Moi, j'ai écrit pleinement moi, hypersensible, différent et c'est cool. J'ai écrit un bullet journal, tu vois, un carnet de bord pour pouvoir dépasser ses limites et réaliser ses rêves en 60 jours.
pour les hypersensibles et pour les autres. J'ai écrit un livre sur mon combat, sur ma vie avec la maladie. Toi, tu disais tout à l'heure, j'ai raté ma mort. Ben, moi, en fait, je l'ai déjà vécu et je suis revenue. Et j'explique tout ça voilà, dans #Renaissance. J'ai écrit Ingérable ou atypique, un livre sur comment accepter et accompagner les enfants différents. Et là, je te le donne en avant-première. Je vais écrire un nouveau livre sur les enfants et les adolescents au potentiel et ultra sensibles. Donc, tu Ah, vois, écoute, j'ai hâte de te lire. Je pense que là, je ne savais pas que tu avais tout ça comme bibliographie. Je vais me ruer dans le Amazon pour aller chercher tout ça. Moi, je suis en train d'écrire. J'espère que quelqu'un va vouloir me publier. J'ai presque terminé de préparer le manuscrit, mettre ça tout beau pour le présenter. Mes premiers livres, je les ai publiés toute seule sur Amazon parce que j'avais peur d'être refusée. Ah oui? J'ai écrit tous ces livres en 3 ans. Et mon premier livre, donc Pleinement moi, hypersensible, etc., je ne savais pas qui allait voir, je n'avais pas de contact dans l'édition. Et en fait, j'avais peur qu'on me dise que c'était nul. Et comme j'avais mis toutes mes tripes dedans, je me suis dit, je m'assume. Ouais. Et je fais une auto-édition sur Internet et on verra ce que ça donne. Et j'ai auto-publié sur Amazon et il a bien marché. Et il fonctionne toujours très bien, ce livre. Et donc, ça m'a donné envie de continuer. Et après, c'est une maison d'édition qui m'a appelée et puis là, une deuxième. Et Wow. ose, lance-toi. Et même si tu n'as pas de maison d'édition, auto-édite-toi et on te fera un max de pub. On s'en parlera. Écoute, c'est un plaisir de jaser avec toi. Je suis vraiment contente de la France. À quel endroit exactement tu es? Moi, je suis dans le sud de la France, à côté de Toulouse. Oui, mon père a habité 20 ans à Langon, un petit peu plus au Un sud. peu plus haut, ouais. Ouais, vers Bordeaux. Je vois où c'est. Alors, je te salue et puis je vais fermer l'Internet, puis on continue, pas l'Internet, mais l'enregistrement, on continuera à mettre ça au point pour le reste. Mais écoute, je te remercie de ta générosité. C'est un plaisir de discuter avec toi. J'aurais tellement d'autres choses à dire, mais on se donnera un autre rendez-vous et puis... Ouais, quand tu veux. Et moi, je compte bien revenir voyager. Montréal, ça fait. Tu es où, toi? Tu es à Montréal ou ailleurs? en banlieue de Montréal, oui, dans les Laurentides. Ok, ah oui, je vois très bien où c'est les Laurentines. Ok, mais ouais, j'espère revenir moi avant la fin de l'année. Et oui, j'ai envie qu'on se passe du temps toutes les deux. Et mais merci tellement d'être venue me voir. J'en ai envie de pleurer, tu sais, parce que je trouve que tu es une magnifique rencontre. J'adore l'énergie qui se dégage de toi. Et, euh, et voilà, il y a cette authenticité, cette générosité qui fait que je sais pourquoi on fait du bien aux gens. Et Tellement. plus on sera ensemble à le faire, mieux ce sera, quoi. Oui, ah oui, oui, oui. Plus qu'on va être à le dire, plus Ouais, qu'on va être entendu, mais il faut bien le dire, puis je pense qu'on est bien parti. je pense aussi. Eh Claire ben, écoute, Stride, tu Stride, veux. Stride, comme vous voulez. Claire, Nathalie Bertrand. écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Je t'adore déjà, je te connais à peine, mais j'ai vraiment hâte de continuer à discuter avec toi. On s'en va sur son site Internet, on commande tes livres et puis on commente si les gens avaient des commentaires à mettre Ouais, sous la vidéo qui va se retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle 10 avec un Y, Cussion. Et on sait ça, on continue là-dessus. Je te remercie, Claire. Passe une très belle soirée en France. merci toi aussi. À bientôt, Nathalie. Au revoir.